Bienvenue sur la deuxième partie donc, et dernière partie de notre série sur le thème comment construire et développer son réseau on et offline, donc dernier de notre série de webinaires gratuits Asia Noveo. Donc je suis très heureux de vous accueillir apparemment assez nombreux aujourd'hui. Bon, ben alors écoutez, dans ce cas, c'est peut-être aussi l'occasion d'introduire un petit peu Asia Noveo en quelques mots. Je pense que vous connaissez peut-être, vous nous connaissez sans doute à travers Asialist ou à travers notre groupe Facebook peut-être. Et donc Asia Noveo, eh bien, comme c'est écrit dessus, n'est-ce pas, c'est la communauté des Français mobiles vers l'Asie. Alors ça inclut les Français qui ont un projet pour aller s'expatrier, vivre ou travailler dans un pays d'Asie. Ça inclut également, bien sûr, celles et ceux qui reviennent d'Asie, qui sont rentrés en France. Et puis nous commençons à avoir un certain nombre d'amis asiatiques aussi, de Singapour, des Philippines, de Chine, etc. Voilà. Bienvenue à Catherine qui nous rejoint. Et bien donc... Voilà, donc cette communauté qui a vocation à vivre à la fois à travers des événements, donc des soirées que nous organisons une fois par mois, et puis aussi des événements, j'ai envie de dire, spéciaux, comme par exemple le mois dernier, nous avions organisé une conférence à l'INALCO avec l'association des anciens élèves, sur le thème justement de la mobilité vers l'Asie. Et puis nous organisons aussi d'ailleurs prochainement un atelier avec Catherine Lasboatirou qui est avec nous aujourd'hui. Donc toujours sur ce même thème, construire son réseau, mais là ce sera un atelier pratique sur site. Et puis enfin, eh bien, ce groupe il a aussi une existence en ligne, et donc notamment à travers le site web d'Asia Noveo, qui est connecté bien sûr également au site de Asialist, donc le journal en français sur l'Asie, auquel je vous invite fortement à vous abonner. Et puis nous avons des activités comme ces webinaires et d'autres choses que nous développons au fur et à mesure. L'idée c'est vraiment de vous permettre de développer votre réseau, de vous connecter, de partager de l'expérience. Nous allons partager aussi régulièrement des informations utiles, pratiques, des offres d'emploi, vous voyez, voilà, des tas de choses assez larges comme ça. Bien. Eh bien écoutez, je vous propose d'avancer un petit peu. Alors je vais faire un petit rappel parce qu'apparemment la plupart, sauf Sandrine, désolé, n'étaient pas là la première fois, donc je vais reprendre juste quelques minutes. Hein. Et puis de toute façon, vous pouvez consulter l'enregistrement sur notre site web, hein, le site Asia Noveo. Voilà. Alors en quelques mots, eh bien la question qu'on se pose souvent, c'est au fond pourquoi un réseau? Et donc, première idée, c'est de pouvoir accéder à un marché caché. Hein. Et puis aussi, alors, marché caché, pourquoi? Je vais un petit peu vite, pardon. Ah, Sabrina était aussi présente. Eh bien, alors, bienvenue, welcome back, comme on dit, Sabrina. Enchanté de vous retrouver. Donc l'accès au marché caché, eh bien, ce qu'avait expliqué Catherine, c'est qu'effectivement, un grand pourcentage en fait, des offres d'emploi n'apparaissent pas sur les sites des cabinets de recrutement ou sur les sites officiels, parce qu'on les trouve que par réseau, hein, par cooptation en quelque sorte, ou bien sur des sites plus spécialisés comme LinkedIn et autres. On va aborder tout ça. Alors un réseau, c'est également utile pour l'entraide, pour le partage d'expériences. Ça permet notamment pour les gens qui se préparent à partir en Asie ou qui en reviennent d'informer, d'échanger des informations pratiques et souvent des choses qui ne sont écrites nulle part pour des tas de raisons, parce que pour des raisons diplomatiques, parce qu'on ne veut pas mettre en danger son visa de séjour, on ne veut pas commencer à raconter les difficultés qu'on a eues dans tel ou tel pays, évidemment. Hein. C'est pas toujours très très bien vu. Puis on peut partager l'expérience aussi sur comment se trouver son job, comment réussir ses entretiens, etc. Et troisièmement, développer ses compétences, parce qu'effectivement, on y reviendra, mais développer son réseau, c'est quelque chose qui s'apprend. Hein. On apprend aussi à se présenter dans un groupe rapidement, de manière convaincante, à raconter une petite histoire que les gens pourront mémoriser facilement. Vous voyez, ça demande de la pratique, ça demande de l'expérience. Alors, voyons d'abord ce qu'on appelle les freins et les obstacles, parce que finalement, qu'est-ce qui fait qu'on ne développe pas son réseau? Souvent, on a ce qu'on appelle des croyances limitantes. On se dit, je n'ai pas le temps, hein, ou alors, développer son réseau, ça fait commercial, moi je ne suis pas vendeur, je ne suis pas commercial, j'ai éventuellement une expertise, vous voyez. Hein. Donc, vous voyez, on se pose à soi-même des limites, finalement, et on s'empêche de réussir, hein, ce qui est évidemment dommage. Alors, parfois, il y a des gens aussi qui ont cette idée que les réseaux, le réseautage, c'est pour les chômeurs. Alors c'est une idée, une croyance assez répandue en France et qui en réalité n'est pas du tout ce qu'on va trouver notamment en Asie ou dans les pays anglo-saxons, où bien au contraire, développer son réseau, c'est une donnée essentielle de la vie professionnelle. D'ailleurs, on commence le plus tôt possible. Hein. Alors, dans le monde d'aujourd'hui, effectivement, on a vraiment besoin de ça, parce que c'est quelque chose qui, comment dire,
qui va vraiment aider, non seulement à trouver un emploi, mais à développer un projet, à le réussir, et encore une fois, à partager de l'information. Hein, parce que certaines informations de qualité ne se trouvent que là. Alors, eh bien, plutôt que des croyances limitantes, je vous propose de la remplacer par une croyance aidante, et l'idée que adopter une démarche réseau efficace, hein, c'est aussi évident que de préparer ses vacances sur Internet avant d'acheter son voyage. Ça veut dire que, voilà, si vous vous préparez à faire une chose importante qui compte pour vous, ça se prépare, il faut se donner les moyens et y passer un petit peu de temps. Vous voyez, mais c'est une chose naturelle, okay, parce que c'est comme ça que ça se fait aujourd'hui. Alors évidemment, la question intéressante, c'est, mais au fond, on parle de réseau, mais qu'est-ce que c'est qu'un réseau, n'est-ce pas? Comment ça fonctionne tout ça? Une idée intéressante, c'est qu'en fait, tout le monde a un réseau. Hein. Ça peut être la famille, les amis, proches ou un petit peu moins proches, les anciens élèves. Et vous voyez, j'ai fait un petit dessin comme ça avec différents cercles connectés. Parfois, ce sont vos voisins, les commerçants de votre quartier, qui sait. Moi, je connais des gens qui ont aussi trouvé, justement, des offres de stage, etc. Vraiment de plein de façons très, très variées. D'accord ? Alors tout le monde a un réseau, mais tout le monde ne sait pas forcément bien l'utiliser. Alors je vous montre quelques petits exemples. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle ici une mind map, une carte mentale. Eh bien, au niveau des entreprises, eh bien, vous avez des clients actuels, mais vos clients anciens. Et en fait, souvent, vos clients anciens, ils sont tout à fait heureux de rester en contact avec vous à travers votre réseau, parce que eh bien, ce qu'ils vous apportent, vous le leur apportez également, n'est-ce pas? Donc, le frein selon lequel, oh là, ça fait commercial, ça fait intéressé, bien sûr que c'est intéressé, mais vous n'êtes pas seulement intéressé, vous êtes aussi intéressant. Et c'est ça qu'il faut bien sûr développer. D'accord ? Donc vous avez des clients, vous avez aussi des prospects, des contacts, certains avec lesquels vous n'avez pas forcément conclu les affaires, néanmoins, voilà, vous restez en contact et ça peut être intéressant, ils peuvent vous mener vers d'autres personnes. Alors ce réseau, où est-il? Il peut être en France, il peut être à l'international, peut-être dans le monde réel, entre guillemets, ou sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, Facebook, il y a quantité de choses, même Google+, qu'il ne faut pas négliger. Hein. Et puis vous allez voir qu'il y a des cercles, il y a des événements où on peut aller, et certains qui peuvent être extrêmement intéressants pour vous. Alors retenons une idée intéressante, c'est qu'en fait, vous voyez, il y a plusieurs niveaux. Donc il y a peut-être un niveau 1 dans un réseau, c'est les personnes auxquelles vous avez un accès directement. Vous avez, en gros, j'ai envie de dire, leur numéro de téléphone, c'est des gens que vous pouvez rencontrer, vous pouvez prendre un café si vous le souhaitez. Et puis, ces personnes sont eux-mêmes membres d'autres réseaux. Un réseau d'anciens élèves, un réseau sur LinkedIn, sur des cercles professionnels, ou bien à travers différents clients. Et donc, vous voyez, couleur un petit peu moutarde, j'ai mis prospect niveau 3. Eh bien, c'est le troisième niveau de personnes que vous ne connaissez pas, mais que vous pouvez atteindre à travers les personnes du niveau 1 et 2. D'accord ? Alors, il ne s'agit pas de se disperser. Et souvent, j'entends des gens qui me disent « Oh là là, c'est bien, c'est une idée intéressante, mais ça prend du temps. » Alors, il est vrai, cela prend du temps. C'est pourquoi il est important de se concentrer sur les bonnes personnes, ce que j'appelle les têtes de pont. Par exemple, si vous cherchez à développer un réseau parmi le monde des architectes, on va dire, eh bien, si vous trouvez un élève qui est le président de l'association des anciens élèves de l'école d'architecture, il est évident que cette personne a accès à tous les autres. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle une tête de pont, une personne qui vous met en contact, qui va vous guider, vous aiguiller dans la bonne direction. D'accord ? Donc c'est avec cela, bien sûr, qu'il est intéressant d'avoir des relations, je dirais, de qualité. Okay ? Ce qui nous amène à l'idée suivante, c'est que donc, la démarche réseau, il faut que ce soit une démarche ciblée. Vous voyez, donc, à gauche, cette image, eh bien, j'ai représenté un peu les différents réseaux sociaux. Et le danger, ce serait de se disperser, alors qu'à droite, vous voyez le bourdon qui va butiner juste au bon endroit et chercher, n'est-ce pas, j'allais dire, son pollen, ses vitamines. Ben, votre idée, c'est ça, c'est savoir où est-ce que vous désirez aller. Et ça se construit. Donc l'idée, vous voyez, je vais vous faire un petit schéma ici, c'est que vous avez vos objectifs sur lesquels vous allez réfléchir, n'est-ce pas? Qui est-ce que je veux atteindre, hein, quel type de personne, quel type de, quel type de contact. Et d'ailleurs, ce n'est pas forcément uniquement pour trouver un emploi, justement, comme je le disais plus tôt, vous pouvez par exemple être membre d'un réseau pour le partage d'expertise. Je connais des personnes qui sont dans le milieu informatique, qui sont dans des milieux que vous voyez assez spécialisés, où il y a vraiment des expertises fortes. Et bien typiquement, ces personnes-là, une autre personne qui est dans le milieu des acheteurs professionnels, un autre qui est contrôleur de gestion, ou dans le marketing, tous ces gens-là, ils ont leur réseau où ils échangent entre eux. D'accord ? Alors, les piliers de votre réseau, justement, ça va être aussi de travailler sur ce qu'on appelle votre profil ou votre identité, d'accord? Et puis développer votre visibilité avec des contenus. Alors, on va prendre tout ça étape par étape. Première étape, donc développer un réseau. Eh bien, il faut le construire, hein, et il faudra l'entretenir. Et entre les deux, eh bien, il y a ce mot « rencontrer »,
car un réseau, ça ne se passe pas que sur Internet, et en fait, il est très important d'aller aussi à des événements, à des conférences, des petits déjeuners, des réunions, etc. Et vous rencontrez des gens dans la vie réelle, dans votre ville, dans votre quartier, et à partir de là, vous les retrouvez sur Internet. Ou dans l'autre sens, des gens que vous voyez sur Internet, et bien quand vous avez l'occasion, vous allez essayer d'aller les voir, les rencontrer dans la vraie vie. Et si vous êtes à distance, que vous êtes peut-être justement loin de Paris ou de la ville où se trouvent ces gens-là, essayez par exemple d'avoir une vidéoconférence, et pas que des échanges, vous voyez, à travers des mots, même si c'est, des échanges chaleureux. Alors, donc pour construire, il faut cibler, déterminer qui sont vos cibles, quelles sont les personnes, les entreprises, les secteurs d'activité. Et l'idée, c'est de ne pas se précipiter, c'est de prendre son temps. Si vous visez, je ne sais pas, moi, vous êtes cardiologue, vous cherchez d'autres cardiologues, ou dans le monde du cinéma, ou des traducteurs, etc., ou des organisateurs d'événements, allez chercher les personnes qui font ça, et là, on va voir un petit peu comment on va l'affiner avec des mots-clés, n'est-ce pas? Donc vous allez ensuite les qualifier et dire, ok, je cherche les personnes qui travaillent dans le domaine des ressources humaines et spécialisées dans la formation. Ok, voilà, c'est très précis. Et je vais mettre les bons mots, ou bien je parlerai de mobilité, par exemple, etc. Et donc vous allez les contacter. Alors on verra comment. Et ensuite, attendez, je vais cacher un petit peu, voilà, le petit module. Ensuite, travailler sur la régularité, parce que si vous apparaissez une fois tous les 6 mois, vous n'allez pas construire des relations. La générosité, c'est extrêmement important, d'avoir une attitude où on donne et on ne vient pas seulement pour prendre. Et les gens qui viennent sur les réseaux, les groupes Facebook, juste pour prendre des contacts, qui ne proposent jamais d'informations intéressantes, de faire des choses, vous voyez, ces personnes-là, elles se font vraiment remettre à leur place, on va dire. Voilà. Et puis il faut de la patience, parce que les résultats, ça ne vient pas tout de suite, il faut entretenir tout cela, il faut le travailler. Voilà. Alors, si vous regardez à droite de ce schéma, en termes d'identité, quel est votre positionnement? Par exemple, sur ma page LinkedIn, vous regardez, moi j'ai développé mon profil, je suis coach spécialisé dans la gestion de projet avec une dimension interculturelle. Alors, il y a des milliers, des centaines de coachs, mais qui ont juste ce positionnement-là, il n'y en a pas des milliers, c'est beaucoup plus précis. Et donc les gens vont vous trouver, si vous êtes, je ne sais pas moi, dans les médecines douces, spécialisées dans la médecine ayurvédique, c'est pas pareil que si vous êtes juste dans médecine douce en général, etc. D'accord? Donc il y a des mots-clés qui vont identifier votre positionnement. Et puis bien sûr avoir du visuel, une jolie photo c'est important, parler aussi de vos valeurs, de vos intérêts. Alors à gauche, il faut le faire vivre, ce profil, il faut faire vivre cette présence à travers ce que j'appelle la pertinence, c'est-à-dire, je ne sais pas, moi si vous êtes dans le monde du tourisme, j'ai rencontré samedi dernier une personne qui était dans le tourisme durable, effectivement, elle va poster des choses intéressantes sur le tourisme durable en Asie. L'originalité, apporter des choses différentes, c'est pas la peine de répéter ce que tout le monde a déjà dit, de préférence d'actualité, encore que on peut se permettre, par exemple, dans certains cas, de mettre des choses qui ne sont pas forcément tout à fait nouvelles, si elles sont pertinentes, et qu'elles étaient passées inaperçues. C'est intéressant d'avoir aussi un parti pris. Si vous vous intéressez au tourisme durable, par exemple, vous pouvez expliquer que, je ne sais pas, moi c'est mieux de voyager de telle façon plutôt que telle autre. Après, on peut avoir des liens, des retweets, mettre des commentaires sur des réseaux, partager des diapositives avec SlideShare. Vous voyez qu'il y a des quantités de formats que peut prendre ce contenu. Et puis on parlait de régularité, effectivement, vos profils, les liens, vous pouvez aller sur des groupes de discussion, sur des blogs, et donc développer votre visibilité. Voilà, alors 4 concepts clés ensuite pour compléter finalement ce dispositif, c'est la crédibilité. Donc inutile de mettre sur votre profil par exemple des choses qui ne sont pas vraies, des diplômes que vous n'avez pas, ou parler de voyages que vous n'avez pas fait, c'est une perte de temps. Au niveau de l'attitude, j'ai parlé de générosité, de l'accueil, de la bienveillance naturellement. Si vous vous comportez en troll sur les réseaux sociaux, vous recevrez bien sûr la monnaie de votre pièce. Donc soyez plutôt réservé, poli et courtois, ça vaut tout à fait la peine. Alors la cohérence, ça va avec la crédibilité bien sûr. Si vous êtes spécialiste, encore une fois, de tel ou tel domaine, ça doit se voir dans ce que vous racontez, et la fréquence. Voilà, donc un système qui peut vous paraître peut-être un petit peu complexe. Tiens, je vais faire justement un petit appel aux participants. Est-ce que vous avez des questions, des remarques jusqu'ici sur cette première partie? Alors, pas de questions, nous dit Sandrine. Bon, est-ce que tout était clair alors? C'est merveilleux. Parfait. Impeccable. Pour les autres personnes, totalement clair. Eh bien, c'est génial, super. Alors, je continue. En tout cas, merci pour ce retour. J'aime autant le vérifier, bien sûr.
Alors revenons à cette notion de réseau. Donc je parlais de l'idée, n'est-ce pas, l'importance du fait de cibler. Eh bien déjà, on peut cibler à propos des entreprises, bien sûr. Quels sont les types d'entreprises que vous cherchez? Est-ce que vous cherchez des entreprises d'une certaine taille? Si vous êtes un consultant, ou bien justement, je ne sais pas moi, un coach, ou bien vous proposez telle ou telle chose, bon, est-ce que vous visez des grandes entreprises, des moyennes, des petites, sur certains domaines, hein? Quels sont les prospects? Est-ce que, par exemple, vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer telle ou telle personne, tel ou tel prospect? Eh bien, vous pouvez aller les retrouver sur votre LinkedIn, par exemple. Bon. Et puis, qui sont ces fameux relais, hein, ces différentes personnes qui peuvent aussi faire partager votre information? Ça peut être des collègues, présents ou anciens. Alors, ce qu'on appelle aussi des connecteurs. Qu'est-ce que c'est? Bien, par exemple, j'avais rencontré récemment un monsieur qui anime un réseau franco-indien. Bon, effectivement, dès qu'on s'intéresse à la France et à l'Inde, on a des chances de trouver cette personne. Bien, il a une sorte de hub, vous voyez. Il y a une autre personne qui a effectivement des hubs, enfin sur des tas de sujets, hein, sur la communication, qui était le métier que je faisais avant. On va retrouver des experts, des collègues, etc. Donc l'idée, c'est encore une fois de commencer en vous disant, bien, si je choisis certains mots-clés, voilà, qu'est-ce qui va apparaître? Et très souvent, vous allez arriver à des personnes qui connaissent déjà quelqu'un que vous connaissez, par exemple. Donc ça, c'est intéressant. D'accord. Alors n'oubliez pas que plus votre approche sera ciblée, plus elle sera qualifiée, plus il sera facile d'entrer en contact, y compris avec des gens qui sont de parfaits inconnus. Vous voyez, si je suis spécialiste, je veux dire, de l'architecture durable en bois et en milieu de moyenne montagne, bon, ben, si je cherche à rentrer en contact avec un architecte qui est justement dans ce domaine, il y a des chances qu'il accepte ma proposition de dialogue, tout simplement parce que les gens sont intéressés en général pour dialoguer avec des personnes qui ont le même centre d'intérêt, le même niveau d'expertise qu'eux, bien sûr. Okay. Alors qualifiez aussi, donnez-vous des priorités. Si vous vous dites, je voudrais développer mon réseau en Asie, c'est un petit peu vague. Est-ce que votre projet c'est toute l'Asie? Est-ce que c'est l'Asie du Nord, de l'Est? Est-ce que c'est l'Inde? Est-ce que c'est l'ASEAN? Vous voyez, vous allez comme ça par mots-clés. Ou bien même, vous pouvez dire par ville. Je m'intéresse plutôt à Pékin, plutôt à Shanghai, à Hong Kong. Ben, c'est pas pareil. Hein. Donc réfléchissez quels sont les points de proximité. Et puis regardez aussi qui sont les personnes et prenez note parce que, attention, si votre réseau commence à se développer un peu vite, au bout d'un moment, vous allez perdre la trace, vous voyez, des personnes que vous avez rencontrées au début ou avec qui vous êtes entré en contact. Donc n'oubliez pas cette chose très importante, c'est de vraiment bien, non seulement qualifier, mais de noter. Vous savez, comme les gens autrefois, ils avaient un fichier papier, ils notaient des choses, vous pouvez faire pareil sur LinkedIn aussi, hein, ou rencontrer les gens. Alors ensuite, comment connecter ces différentes personnes? Comment les approcher? Eh bien, sur LinkedIn, par exemple, vous pouvez faire ce qu'on appelle des emails. Alors, selon que vous avez un profil gratuit ou premium, évidemment, vous avez plus ou moins de possibilités. Mais même en profil gratuit, par exemple, je crois que vous avez droit jusqu'à 5 emails par mois. Bon, choisissez bien, naturellement. Mais vous voyez, déjà, c'est quand même pas mal. Si vous avez bien qualifié, peu à peu, vous allez faire monter votre réseau. Vous pouvez aussi aller justement sur des groupes de discussion, et si des gens trouvent que vos contributions sont intéressantes, eh bien ce sont eux qui vont vous inviter. D'accord? Et puis vous pouvez faire du suivi avec des personnes que vous avez rencontrées dans des événements, des conférences, encore une fois, sur les sujets qui vous intéressent. Okay. Alors attention aussi, n'approchez pas directement des cabinets de recrutement, hein, ou des gens qui sont de parfaits inconnus avec lesquels vous n'avez vraiment rien en commun, parce qu'il risque de cliquer sur le petit truc qui s'appelle I don't know, ça veut dire je ne connais pas cette personne. Et si vous avez trop souvent, sur LinkedIn en tout cas, cette mention-là, les gens qui disent qui ne vous connaissent pas, LinkedIn va vous demander après de renseigner leur email, vous ne pourrez plus envoyer des emails pendant quelques temps, donc c'est dommage. Okay. Alors une deuxième approche, si vous ne connaissez pas beaucoup de monde, justement, c'est d'aller sur des groupes de discussion, de poster des commentaires, des petits messages, de dialoguer avec les gens, et peu à peu, ce que j'appelle les N1, N2, ils vont devenir pour vous des relais, et ils vont rentrer dans votre réseau. Okay. Alors, ici, il y a une chose qui est vraiment importante. Je parlais de la notion de croyance limitante. Vous voyez, on se pose à soi-même finalement une sorte de plafond de verre, et on ne s'autorise pas à faire certaines choses. Eh bien, ce qui est passionnant, c'est qu'en fait, il faut comprendre une chose qui fonctionne différemment dans le monde digital par rapport au monde, on va dire, réel, c'est que la notion de hiérarchie sociale ne fonctionne pas pareil que la hiérarchie digitale. Alors, essayons de comprendre un petit peu ça. En France, par exemple, nous sommes dans un pays où les hiérarchies sociales sont assez marquées. Il y a ceux qui ont fait les grandes écoles, puis les autres, je caricature, hein, mais enfin, à peine. Où les juniors, les seniors, vous voyez plutôt les gens qui sont plutôt seniors dans l'entreprise, vous voyez, puis les gens qui sont peut-être en poste, eh bien, ils ont peut-être l'impression d'être un petit peu dans une position un peu supérieure vis-à-vis des gens qui sont en recherche.
ceux qui sont indépendants vis-à-vis des entreprises, ou le CAC 40 vis-à-vis des PME, et toutes ces croyances-là. Et du coup, eh bien, on se dit, oh là là, il faut que je sois très poli, que je marque un peu de la déférence, etc. Vous voyez? Bon, peut-être, ça c'est peut-être dans la vie réelle, vous allez à l'association des anciens élèves de Louis C. Louis Grand, eh bien, vous rencontrez des, je sais pas, des gens qui sont devenus énarques, bon, peut-être. Mais dans le monde digital, ça fonctionne tout à fait différemment. Parce que le critère, ce n'est pas la déférence, le critère, c'est la pertinence. D'accord, hein? Alors je dis toujours en blaguant, vous savez la fameuse blague, le Vatican, combien de followers? Ben, c'est ce qui compte. Une personne qui n'a peut-être pas fait ni l'ENA, ni Sciences Po, ni HEC ou que sais-je, mais qui a 6000 followers, on se dit, cette personne-là, elle a réussi quelque chose, elle sait faire quelque chose. Hein. Alors il y a un monsieur qui est assez connu dans le monde LinkedIn, effectivement, et je suis en train d'aller rechercher son nom de mémoire, mais je vais le retrouver dans 2 minutes, c'est le monsieur qui a, je crois, 5000 contacts sur LinkedIn. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est un idéal, et je vous conseille surtout pas de vous donner ça comme objectif. Mais l'idée amusante, en tout cas, c'est que quelqu'un qui a déjà 100, 150 contacts ou followers, si ce sont des personnes de qualité et intéressantes, on se dit, ah, c'est quelqu'un qui peut-être a au moins, j'ai envie de dire, des compétences sociales, n'est-ce pas? Alors, la notion de pertinence, c'est peut-être aussi à quel groupe appartenez-vous. Si vous êtes membre d'un groupe de basketball et que vous voulez parler à des gens qui s'intéressent au basketball, eh bien, ils auront envie de parler avec vous parce que vous avez un point commun. Donc, en fait, ce qui compte, c'est pas tellement ce que, bien sûr, oui, c'est important, qu'est-ce que vous avez fait comme école, etc. Si vous avez fait l'INALCO et que vous avez appris le mandarin, ben, pour parler à des gens qui vont en Chine, ce sera très utile. Mais la question principale, c'est qu'avez-vous à dire? Quelle est votre expérience, hein? Et donc, encore une fois, si vous publiez ou repostez des articles intéressants sur des sujets, vous voyez, un petit peu pointus, etc., au bout d'un moment, vous allez vous faire repérer. On va dire, tiens, telle ou telle personne, c'est pas mal les trucs qu'elle met. Hein. Et alors, autre chose extrêmement importante, c'est la maîtrise des codes, et par exemple, l'humour, la bienveillance, hein, savoir prendre un petit peu de recul vis-à-vis de soi-même, bien sûr. Hein. Il vaut mieux se moquer de soi, mais pas des autres. Hein. Très mauvaise idée. Bien sûr, hein, ne vous comportez pas en troll. Soyez, j'ai envie de dire, comme des bons invités. Vous voyez, il faut se comporter, j'ai envie de dire, un peu sur Internet, comme si vous étiez invité chez quelqu'un. Eh bien, vous n'allez pas, n'est-ce pas, renverser le café par terre. Hein, c'est la même chose. Donc, retenez cette idée, et je vous invite vraiment à cultiver cette croyance très très forte, que sur Internet, le plus important, c'est la pertinence. Moi, ça m'est arrivé, étant dans une toute petite, un petit cabinet de conseil de 4 personnes, eh bien, je voulais contacter la directrice d'information d'une très très grande société française. Je lui ai mis un petit mot, 2-3 lignes sur LinkedIn. Une semaine après, j'avais un rendez-vous parce que c'était juste bien formulé. Ça tombait au bon moment, j'avais de la chance aussi, bien sûr. Elle n'a pas dit, oh là là, vous n'êtes qu'une toute petite boîte de 4 personnes. Non, elle a dit, tiens, ben voilà, ça fait clic dans sa tête, la pertinence, ça a marché. Donc vous avez toutes vos chances, hein, et utilisez-les bien. Par contre, ne vous dispersez pas, parce que ça se verra. Si vous envoyez le même message à tout le monde, ce sera une véritable catastrophe. Donc cibler, ça veut dire aussi vraiment le message pour la bonne personne. Alors, une autre bonne nouvelle aussi, c'est ce qu'on appelle le principe, les fameux 6 degrés de séparation. C'est que si vous voulez même contacter le PDG d'une grande boîte du CAC 40, il ne sera peut-être pas sur LinkedIn, mais vous pourrez trouver quelques-uns de ses proches, et en tout cas, il y aura souvent, et même plutôt moins que 6 degrés, c'est même plutôt en général 3 ou 4. Et c'est pas beaucoup, 3-4 degrés sur LinkedIn, vous contactez une personne, puis une deuxième, puis une troisième, et vous allez y arriver. Ça peut prendre en revanche un certain temps, parfois c'est quelques mois. Hein. Il ne faut pas se précipiter. Alors, je reviens sur quelque chose que j'ai abordé tout à l'heure, donc c'est la notion d'interaction entre finalement le réseau online et offline. Okay. Donc sur les réseaux sociaux, eh bien ne vous dispersez pas, identifiez et rejoignez les bons réseaux, 2, 3, pas beaucoup plus, vous voyez, et on peut les utiliser en conjonction. Vous pouvez être sur Twitter avec votre profil, un réseau social plutôt, comment dire, je sais pas, moi, sportif, ancien élève, copain d'avance que vous voulez, et puis un fil du style Twitter ou Facebook, c'est déjà pas mal. Et donc, bien sûr, vous allez utiliser ces réseaux sociaux aussi pour préparer vos rencontres. Alors, vous avez aussi, vous savez, des réseaux de style Meetup, par exemple. Ça peut être intéressant pour les gens qui ont des intérêts assez spécialisés. Souvent, c'est un peu orienté bien-être, médecine douce, mais enfin, il y a aussi des rencontres, justement, des personnes qui reviennent des États-Unis, qui est expatriées en Allemagne, etc., etc. Il y a de tout. Bon. Et du coup, vous allez aussi identifier des événements qui vous intéressent. Et là, vous pouvez retrouver, dans la vraie vie, entre guillemets, les personnes que vous aviez peut-être rencontrées en ligne. Alors, c'est intéressant, si vous habitez Strasbourg, Bordeaux, en Normandie, en Bourgogne, etc.,
eh bien, il y a régulièrement, soit dans le champ de commerce ou tel endroit, des conférences, des petits déjeuners qui sont organisés, des événements intéressants. Et ces gens-là, vous allez pouvoir enfin les rencontrer dans la vraie vie, puis les retrouver sur les réseaux sociaux. Et vous voyez, ça fait comme une sorte de boucle, n'est-ce pas, une sorte de boucle vertueuse, j'ai envie de dire. C'est que quand on a rencontré des gens dans la vraie vie, eh bien, quand on les retrouve sur Internet, on aura une communication plus chaleureuse. Mais dans l'autre sens, ça fonctionne aussi. Si vous avez rencontré d'abord les gens sur Internet et qu'on se voit enfin dans la vraie vie, il y a tout de suite une sympathie spontanée qui s'installe très naturellement. Donc c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Réfléchissez bien à la, vous voyez, comment dire, comment l'une ajoute de la valeur à l'autre. Donc l'idée, je vous disais cibler, mais cibler comment? Vous voyez sur ce petit schéma, vous êtes donc la personne, on va dire ici en bas à gauche, n'est-ce pas? Vous avez ce qu'on appelle un réseau primaire qui est matérialisé par ce petit cercle, ce quart de cercle rouge, et à droite, ce qu'on appelle, disons, le réseau potentiel, n'est-ce pas? Donc là, vous cherchez à avoir de la visibilité, être visible sur ce qu'on appelle les moteurs de recherche, un search engine, la pertinence, l'expertise, vous différencier, créer de l'appréciation bien sûr pour votre, j'allais dire, votre humour, votre courtoisie, etc. Et puis la fréquence, c'est important. Alors comment aller de l'un à l'autre, de votre réseau vers le réseau cible? Eh bien, vous passez à travers des réseaux intermédiaires. Ça peut être votre école, votre université, et vous voyez qu'il y a des réseaux d'anciens élèves, par exemple, à travers vos amis proches, qui eux-mêmes ont des amis un peu plus lointains et des connaissances, etc. Et puis la famille proche, et au-delà, il y a une famille étendue, et parfois, ça peut aller effectivement assez loin. Donc tout ça, ça va déjà constituer un réseau personnel que vous pouvez retrouver, par exemple, sur Facebook, entre autres, et pas exclusivement. Alors beaucoup de gens me disent, oh là là, mais Facebook c'est une perte de temps, il y a plein de choses stupides, c'est pas intéressant, etc. Ou alors, j'ai pas envie de mettre des choses personnelles sur Facebook. C'est une erreur. C'est parce qu'en fait, ils n'ont pas compris sur Facebook, vous avez plusieurs niveaux, n'est-ce pas, de confidentialité. Et donc vous pouvez, sur votre page Facebook, mettre effectivement des informations visibles pour tout le monde, tout le public, ou pour vos amis, ou pour certains sous-groupes. Je peux faire anciens élèves sur ma page Facebook, et mon information ne sera postée que pour ces gens-là, ou ceux qui parlent anglais, ou ceux qui parlent français. Vous voyez, c'est à vous d'apprendre aussi à utiliser tous ces outils qui sont assez intéressants en fait. Alors vous avez également votre réseau professionnel, donc vos collègues, des contacts professionnels. Je suis allé récemment, on m'avait demandé d'animer un atelier sur ce qu'on appelle le forum PMI, c'est-à-dire des managers de projet. Il y avait 1500 personnes qui étaient là, j'ai effectivement donné une demi-journée de mon temps pour animer un atelier, et j'ai rencontré plein de gens intéressants à cette occasion. Donc vous voyez, il faut savoir aussi un petit peu investir dans le développement de ce réseau professionnel. Et puis vos clients, encore une fois, autour d'eux, vous voyez, chaque fois je dessine un deuxième cercle, parce que au-delà de ces personnes-là, ils vont vous donner accès à d'autres personnes qui vont finalement, à travers ces hubs, ces groupes, arriver vers ce qu'on appelle le réseau secondaire. Donc l'idée finalement, c'est d'avoir l'audace, entre guillemets, de demander à ces premières personnes du premier cercle de vous connecter avec des personnes du deuxième cercle. Donc je vois Virginie, qui est une ancienne de mon école, qui est connectée avec une personne de l'entreprise X qui m'intéresse. Eh bien, je vais lui dire, Virginie, est-ce que tu auras la gentillesse de faire passer mon message pour me connecter avec telle ou telle personne. Et comme c'est une démarche que tout le monde a fait ou fera un jour, normalement, sauf si vraiment vous n'êtes pas en bon terme, il n'y a aucune raison qu'elle refuse. Et vous voyez comment du premier cercle, vous passez au deuxième, ou bien tout simplement cette personne va poster des choses, les autres personnes vont poster des commentaires, donc elle va mettre un article sur, je ne sais pas quoi, moi, comment construire des maisons en bois dans les Cévennes, bon, vous expliquer que, ah bah oui, tiens, il y a une nouvelle réglementation qui dit, etc. Et peu à peu, vous entrez dans ce groupe, vous entrez en discussion avec ces différentes personnes. Et donc, encore une fois, faites bien attention à ce que vous écrivez, et notamment veillez à respecter des règles de courtoisie, etc. D'accord ? Alors, je le disais, donc, comment qualifier? Eh bien, regardez déjà, par exemple, toutes les semaines, donnez-vous ce que j'appelle un top 10, les 10 personnes ou entreprises que vous avez envie de cibler, et refaites ça encore une fois tous les mois. Vous pouvez tenir un petit tableau Excel, par exemple, et puis regardez par rapport à des points de proximité, c'est intéressant. Quelles sont les personnes avec qui vous partagez des intérêts, des amis communs? Est-ce que vous avez des sous-réseaux, comme des écoles, etc. Ou bien des gens avec qui vous faites du bénévolat? Si vous êtes expatrié par exemple, vous vous apercevrez qu'en fait, pour beaucoup, les associations de parents d'élèves, c'est un très très bon moyen de se faire un réseau assez vite. Ou lorsque j'étais à Singapour, par exemple, je suis arrivé, je connaissais littéralement, enfin je connaissais 2 personnes, et encore 2 noms. Ça s'est fait très vite, on m'a proposé de rencontrer une personne, j'ai été invité à une soirée, puis une deuxième, etc. Et les gens très rapidement vous proposent des activités, et bien sûr, ça se construit comme ça. Et alors n'oubliez pas, ce qui est intéressant, c'est que finalement,
encore une fois, vous êtes peut-être intéressé au sens où, bien sûr, si vous rejoignez un réseau, c'est que vous avez un objectif, mais vous êtes aussi intéressant, car toute personne a quelque chose à raconter. Toute personne a quelque chose à partager. Donc, soyez dans une démarche de générosité, et vous verrez que si vous vous intéressez aux gens, tout naturellement, ils vont s'intéresser à vous. Et donc, la question, c'est où les rencontrer, où s'expriment-ils? Alors, typiquement, quand j'étais en Asie, par exemple, eh bien, j'allais beaucoup dans les réunions des chambres de commerce. Il y a l'American Chamber of Commerce, il y a la Chambre de l'Australie, je crois, etc. Quand j'étais à Manille, il y avait aussi le club, les Français avaient leur jeudi du club. Bon. Et tout ça, c'est très sympathique. Ils organisent des petits déjeuners, des apéros. Il y a des... ici, en France, vous voyez, je suis membre de la Chambre de commerce franco-britannique. Bon, ben, ils ont leur garden party au mois de juin. Bon, c'est sympa. On rencontre plein de gens. Une fois, j'ai même eu l'occasion de rencontrer Tony Parker, qui m'a très gentiment signé un ballon de basket. Bon, c'était très sympa. Alors allez-y, investissez du temps, parce que c'est vraiment là que ça se passe, vous voyez. C'est vraiment quelque chose qu'il faut planifier dans votre, je dirais, dans votre agenda. Vous vous dites, voilà, 2 fois par mois, je vais consacrer 2 soirées à mon développement réseau. Ben, 2 soirées, c'est quand même pas énorme, vous voyez, c'est quand même gérable. Ben, ou une soirée et un petit déjeuner. Voilà. Et alors, ce qui est important, c'est que ça ne sert à rien, évidemment, de contacter des gens si vous ne travaillez pas le suivi. Donc, première chose, c'est enregistrer des profils, les tags. Les tags, c'est une sorte de petites étiquettes ou des notes que vous mettez sur les noms des gens. Et faites-le aussi dans votre liste de contacts. Notez où vous les avez rencontrés. Hein. Et quand quelqu'un vous donne une carte de visite, c'est tout de suite, vous avez un petit stylo, un petit crayon, vous écrivez dessus, vous retournez la carte, vous le notez. Ou alors, sinon, vous faites une photo. Et dès que vous rentrez chez vous, hop, vous avez la petite boîte à cartes et vous notez tout ça. Voyez, où vous les avez rencontrés, etc. Il n'y a rien de pire que se retrouver 6 mois plus tard avec une carte, oh là là, cette personne elle est dans une super boîte, ah bah oui, je sais plus où je l'ai rencontré. C'était à tel endroit ou tel autre. Voyez. Alors, puisqu'on parle de mémoriser, évidemment, si on est cette fois dans le, j'allais dire dans des événements, la toute première question, c'est de réussir à mémoriser les noms ou les prénoms des personnes que vous rencontrez. Alors, on va faire un petit sondage sur le chat. Dites-moi juste oui si vous avez parfois de la difficulté à mémoriser les noms. Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir un ou deux petits trucs et astuces pour... Oui, parfois, d'accord. Bon, en général, tout le monde a besoin d'un petit peu d'aide, n'est-ce pas, pour réussir à mieux mémoriser les noms. Alors, il y a deux, trois choses. Premièrement, surtout, il faut débrancher le pilotage automatique. D'accord? Vous arrivez à un déjeuner, une conférence, il y a 10 personnes, et vous rencontrez une personne, en général l'organisateur ou votre point de contact, et vous avez 5-6 personnes en randonnion, n'est-ce pas, l'un derrière l'autre. Bonjour, Sandrine, Valérie, Christophe, Karim, etc. Alors là, c'est inutile, au bout de 30 secondes, vous avez tout oublié. Donc, bonjour Christophe, un bonjour appuyé, vous regardez la personne dans les yeux et vous vraiment faites un ancrage, mentalement vous enregistrez. Ensuite Valérie, bonjour Valérie, et de nouveau, vous voyez, vous ralentissez un petit peu, vous prenez le temps. Et il va se passer deux choses intéressantes. Un, ça vous aide à mémoriser, mais non seulement ça, mais en plus la personne, elle aussi, elle va vous mémoriser, parce que peut-être que vous êtes la seule personne qui a pris une seconde de plus pour dire bonjour Valérie, bonjour Karim, en serrant la main, pas forcément de façon plus appuyée, mais plus attentive. Et vous savez, les gens remarquent toujours quand on leur donne de l'attention. Donc ça marche, j'allais dire, positivement dans les deux sens. Hein. Et ça, c'est très intéressant. Vous voyez. Et alors, troisièmement, bah, si vous avez un peu de mal à retenir un nom, vous pouvez dire ah bah alors Lucie, ah bah oui, comme je sais pas quoi, telle chanson que je connaissais, bon, tiens, Delphine, ah bah ça fait penser au dauphin, bon. Ce que vous voulez, vous inventez un petit jeu de mots, un petit truc, et vous allez personnaliser. Alors, ça va devenir après une habitude, et du coup, vous mémorisez plus facilement. Et si vous ne vous en souvenez pas, la personne se souviendra que vous avez au moins essayé. Ça, c'est positif. Ou bien entraînez-vous à prononcer. Si vous avez une personne qui a un nom exotique, par exemple un nom chinois, malais, vous voyez, etc., singapourien, eh bien, en vous entraînant, comment est-ce que je prononce et demandez à la personne, vous voyez, de prononcer. Et alors, bien sûr, si vous vous intéressez à l'Asie, vous savez tous comment on reçoit une carte de visite en Asie. Je n'ai pas la caméra, je ne peux pas vous faire le geste. On la reçoit avec les deux mains et on la regarde attentivement, même si c'est écrit en japonais, avant de la ranger dans sa poche. Hein. Ne faites surtout pas comme ces Français qui la prennent d'une main distraite et hop, qui la mettent dans la poche sans même l'avoir regardée. C'est considéré comme une insulte en Asie. Donc, une carte de visite, c'est la personne, c'est pas juste le symbole. C'est pas juste un petit objet. D'accord? Très important. Donc, qualifier, vraiment, je ne saurais trop insister sur cette idée, viser la qualité, c'est extrêmement important. Si dans votre démarche réseau, vous voyez, vous arrivez peut-être à établir, je ne sais pas moi, 5-6 nouveaux contacts par mois, c'est très bien. C'est très bien pendant les 3 premiers mois. Et puis après, vous allez vous entraîner et faire un petit peu plus.
Et ça ne sert à rien d'ajouter 100 nouveaux contacts tous les mois, et qu'est-ce que vous allez en faire? Vous savez, hein, sur les 2 premières années sur un réseau, si vous avez 150 ou 250 contacts sur LinkedIn, c'est déjà énorme. Je doute fort que vous arriviez à réellement gérer ces contacts de manière qualitative. Donc restez à 50 par exemple, et ces 50-là, c'est des gens avec qui vous avez vraiment des choses à échanger. Et quand la qualité est intéressée, sera vraiment au rendez-vous, bien vous irez sur ce qu'ils postent, vous pourrez faire des likes, etc. et réciproquement. Comme vous le faites avec vos vrais amis. Ok? Alors est-ce qu'il y a des petites questions sur cette partie-là? Ou sur les cartes de visite, ou sur comment mémoriser? Ok, c'est clair. Donc vous vous rappellerez la prochaine fois, effectivement, cette idée-là, hein, de vraiment prendre le temps, vous voyez, la petite seconde de plus, hein, de mémoriser tout ça. Okay. Alors après, c'est aussi de repérer un petit détail, vous voyez, vous entraînez visuellement, comment sont les yeux de cette personne, le nez, les oreilles, vous repérez quelque chose, la couleur des cheveux. Ah, vous savez, ce ne sont que des petites astuces concrètes, mais bout à bout, ça fait vraiment une différence. Hein. Moi, j'ai dû beaucoup pratiquer parce qu'en fait, j'avais une très mauvaise mémoire au départ, vous voyez. Et donc, je n'avais pas la chance de toutes ces personnes qui retiennent tout facilement. Moi, je retiens tout avec des efforts. Donc, là, j'ai fait des efforts, voilà. Et puis, je me suis entraîné. Et encore aujourd'hui, parfois, j'ai du mal à mémoriser, mais du coup, j'essaie de faire avec courtoisie, de dire, attendez, excusez-moi. Alors, Catherine nous quitte. Donc, au revoir, Catherine. C'était sympa de t'avoir avec nous, ne serait-ce que, comment dire, en voiture et en mode audio. À très bientôt, Catherine. Alors, je précise que Catherine, donc, il ne pouvait pas prendre la parole aujourd'hui pour des raisons techniques, mais sera avec nous lors de notre prochaine soirée et le prochain, le prochain atelier aussi. Vous trouverez toutes ces informations postées sur notre site web et sur notre groupe Facebook. Ok? Alors, je continue. Alors voilà, je vous montre un exemple ici de voilà, LinkedIn, les groupes, les communautés. Alors, les groupes, c'est pareil, c'est pas la peine d'en avoir 50, mais si vous avez 2-3 sur des sujets qui vous intéressent, vous voyez, c'était un de mes contacts qui me montrait, il s'intéressait au domaine de la défense, et il avait fait une petite recherche, il avait trouvé déjà 254 groupes. Alors, vous voyez, ça fait beaucoup quand même, hein, c'est absolument énorme à gérer. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va regarder de façon un peu quantitative, combien de personnes y a-t-il. Alors vous voyez ici, groupe aerospace, toutes les catégories, toutes les langues. Vous pouvez isoler en disant que le français, que l'anglais, que l'espagnol. Hein. Et vous voyez, vous pouvez trouver anciens étudiants, vous voyez ici en haut à gauche, etc. Donc allez regarder un petit peu, et que voilà, tout ce qu'il y a là-dedans. Hein. Ça peut être intéressant, donc d'aller sur des groupes, des communautés. Et franchement, choisissez-en un ou deux, et puis après, l'important, c'est surtout d'être assidu. Voilà. Okay. Alors, autre point intéressant, c'est parfois, ah oui, j'ai connu des gens ou j'ai rencontré des gens, mais j'ose pas les recontacter ou me reconnecter avec eux parce que peut-être qu'ils m'ont oublié, ça va faire un peu bizarre, etc. Est-ce qu'il y a des personnes ici, parmi vous, qui éprouvent parfois des difficultés à recontacter des gens que vous avez connus, mais voyez, où il n'y a pas une relation vraiment forte? Surtout par l'approche physique, nous dit Sophie. Mais oui, hein, évidemment, c'est souvent un petit peu intimidant. On se dit, oh là là, ils ne vont pas se souvenir de moi, comment vais-je faire? Okay. Eh bien, essayons de regarder ça un petit peu. Alors, c'est pas facile quand le contact a été rompu. Eh bien, en fait, oui et non. Okay. Alors, évidemment, ce qu'il ne faut pas faire, c'est le truc un peu bébête du style bonjour telle personne, ravi de vous retrouver, comment allez-vous, etc. Tiens, au fait, justement, je voulais vous demander, est-ce que vous n'auriez pas un job pour moi? Ça fait un petit peu lourdingue. D'accord? Donc, première idée, c'est, comme je le disais, de cibler. Eh bien, si vous ciblez, mettons, une dizaine de personnes que vous avez à recontacter, eh bien, retrouvez déjà les anniversaires. Hein. Donc, ne soyez pas, alors voilà, c'est ça, Sandrine, on est trop souvent demandeur, ou on se sent en position de demandeur. Mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez commencer par juste retrouver les anniversaires et mettre un petit mot en disant bon anniversaire telle ou telle personne. On peut le faire sur LinkedIn, par exemple, aussi bien que sur Facebook. Et pas que Facebook. Si vous le faites, faites-le de façon personnalisée. Ou alors, une personne que vous avez rencontrée un jour à une conférence sur la Corée, et lui dire, tiens, justement, j'ai vu un film coréen et ça m'a fait repenser à vous. Ou bien, c'est un classique, mais c'est quand même vrai, quand c'est sincère en tout cas. Moi, ça m'arrive très souvent de penser à quelqu'un, je sais pas, parce que je lis un article, on parle d'un sujet, je mets soit si c'est un proche, évidemment un petit SMS, mais sinon un petit mot en disant, tiens, bonjour, j'ai pensé à vous à telle occasion. Point. Puis voilà. Bon. Et là, je n'exprime pas de demande spécifique. Ou, au contraire, si c'est une personne à qui j'ai une bonne raison de demander quelque chose de précis à un certain moment, alors qu'est-ce que ça pourrait être? Par exemple,
J'organise prochainement une conférence sur le sujet de la mobilité, voilà, c'est ce qu'on a fait le mois dernier. Bon, et je pense que l'un de mes contacts, mais pas un contact très proche, connaîtrait éventuellement une personne qui pourrait intervenir sur le sujet. Par exemple, tiens, je cherche un économiste, bon, je vais alors là, franchement, écrire, tiens, à Sandrine qui est dans mes contacts, et je vais dire, Sandrine, bonjour Sandrine, j'espère que vous allez bien. Il me semble que vous connaissez des économistes, est-ce que vous auriez éventuellement la gentillesse de me mettre en contact avec l'un d'entre eux? Alors, ça suppose que nous avons quand même déjà eu au moins, j'allais dire, une relation cordiale, vous voyez, on n'est pas juste des vagues personnes qui se sont rencontrées comme ça. Bon, on a eu au moins une conversation ou deux un peu approfondie sur ces sujets-là. Okay, ça peut être aussi un ancien client, et du coup je vais dire, bah tiens, bonjour Madame X, ravi de voir, ou félicitations, LinkedIn me dit que vous avez un nouveau poste dans l'aéronautique alors qu'avant vous étiez à la SNCF, eh bien j'espère que tout se passe bien pour vous. C'est tout simple, voilà, j'espère que ça se passe bien pour vous, c'est gentil, c'est cordial, c'est amical, vous voyez. Ou alors pas trop difficile, le nouveau job, ou alors bah, félicitations, je suis sûr que vous allez rencontrer des challenges intéressants. Bon. Et puis bah, quelques mois plus tard, donc il faut être vraiment méthodique, hein, très, vous voyez, bien méticuleux. 3 mois après, vous pouvez, ou un mois plus tard, envoyer un deuxième truc, ou suivre la personne sur ses discussions, liker ses posts, enfin, etc. Bon, puis voilà. Et c'est mieux quand c'est plutôt spontané que quelque chose de calculé, vous voyez. C'est-à-dire que, comme pour Facebook, je crois que sur les réseaux sociaux, vous allez suivre sur Twitter, parce que je parle de LinkedIn, mais Twitter, c'est très intéressant aussi. Hein. On ne pense pas du tout à Twitter comme à autre chose que juste un petit réseau social comme ça. Mais en fait, dans le monde professionnel, il y a énormément de sous-réseaux complètement cachés sous la surface, et on parle de choses beaucoup plus intéressantes que la dernière série télé. Hein. Donc n'hésitez pas, sur Twitter, vous avez des listes aussi. Bon. Alors, donc sur l'approche directe, voilà, vous pouvez aussi les rencontrer dans le monde réel, et très très rapidement, vous envoyez un petit mail, j'étais ravi de vous rencontrer, etc., à telle date, à tel endroit, et puis restons en contact. Puis si on ne se revoit pas pendant 3 mois, ensuite, c'est pas grave, mais on a fait la démarche. Et vous savez, rien que ça, mais de le faire systématiquement, c'est énorme. Hein, lors d'une récente soirée Asian OVO que nous avions organisée, je demandais dans le public, bien, est-ce que vous pensez que les Français sont bons en suivi? Et toutes les personnes donc d'origine étrangère qui étaient là nous ont dit, oh là là, c'est une catastrophe, vous leur donnez une carte, ils ne vous rappellent jamais, c'est toujours à vous de faire le premier pas, les Français ne font pas de suivi. Alors que les anglo-saxons, c'est systématique, des Britanniques, des Australiens, des Américains, vous les rencontrez dans une conférence, tac, le soir même, au pire le lendemain, bonjour Robert, bonjour Christophe, bonjour Valérie, c'était sympa de vous voir au petit déjeuner sur je sais pas quoi, le nouveau cinéma asiatique, j'espère qu'on se reverra à une prochaine occasion. Point. Ça n'engage pas beaucoup, vous voyez. Hein. Alors, approche indirecte, ça peut être aussi des commentaires de leur post sur les hubs qu'ils fréquentent. Alors là, par exemple, sur des personnes que vous avez rencontrées juste une ou deux fois, c'est pas très très proche, mais bon, vous avez eu une conversation, eh bien, vous avez liké une fois, deux fois, mettre un petit commentaire. Ah oui, c'est intéressant cette idée, tiens, je n'ai pas pensé. Ou alors, tiens, avez-vous vu, telle personne a aussi mis quelque chose. Alors Sophie nous dit, les vœux de bonne année sont fort utiles également. Oui Sophie, alors tout à fait. Et alors ça, sachez que, attention, il y a une grande différence. En France, on se dit qu'on a jusqu'au 31 janvier pour envoyer ses vœux. Dans les pays anglo-saxons, c'est plutôt jusqu'au 31 décembre. Hein. Et le 1er janvier, c'est vraiment au plus tard. Mais à minuit, ça y est, c'est passé. Quoi. Vous êtes has-been. Hein. Moi, j'ai connu encore des amis anglo-saxons qui avaient les piles de cartes de vœux écrites à la main hein, sur des cartons. Alors ça commence à se perdre un peu, mais encore récemment, ça se faisait beaucoup. Et qui envoyaient tous leurs vœux. Donc c'est une coutume très appréciée. Et là, on va réfléchir à personnaliser un petit peu ces messages. Donc entre les nouveaux jobs, les nouveaux postes, les vœux, les actus des gens, etc., vous avez des quantités en fait d'opportunités, de raisons de leur envoyer un petit mot. Vous voyez? Donc faites-le, mais faites-le sélectivement. Okay, alors ça peut être un petit message, un petit dialogue. Hein, tiens, je m'intéresse en ce moment à telle chose, ou j'ai lu tel livre. Et vous pouvez vous-même aussi, par exemple, justement poster des contenus. Vous avez lu un livre, un article, faites un petit résumé. Hein. Tiens, je vais vous mettre ici d'ailleurs, attendez, je vous le mets, voilà. Est-ce que certaines personnes ont entendu parler de Scoop It? C'est un scoop comme une cuillère, hein, ou prendre avec une cuillère et eat comme eater. Vous connaissez Sophie? Est-ce que vous l'utilisez? Ou bien vous le connaissez juste comme ça? Ben, vous pouvez les regarder, c'est intéressant parce que moi je m'en suis beaucoup servi à une époque, beaucoup moins maintenant.
c'est pour les gens qui n'ont pas le temps de tenir un blog, qui n'ont pas le temps d'écrire ou qui n'ont pas le goût pour écrire, mais qui s'intéressent à certains sujets un petit peu pointus. Bah, tiens, je vais revenir sur le cinéma asiatique. Vous allez sur Scoopit et vous allez mettre des mots-clés, cinéma asiatique, et puis après en anglais, etc., différentes choses. Et il va vous proposer des actualités sur ce sujet. Et après, vous allez les republier sur votre page en ajoutant juste quelques commentaires. Donc ça, c'est précieux parce que les gens qui n'ont pas le temps, vous voyez, c'est un peu ce qu'on appelle de la curation. Et donc cette activité de curateur, après vous pouvez le remettre sur LinkedIn, sur Twitter, d'autres choses comme ça, eh bien par exemple, vous allez peu à peu, vis-à-vis de votre réseau, passer pour le spécialiste du cinéma asiatique ou sud-est asiatique ou indien ou que sais-je. Et juste en mettant un petit commentaire, ah oui, ce film je l'ai vu, il a l'air pas mal. Ou alors je ne l'ai pas encore vu, mais j'ai vu un autre du même réalisateur que je trouve intéressant. Vous voyez? Donc là, c'est vraiment une façon rapide et très efficace de se construire effectivement une certaine forme d'expertise. Alors, vous pouvez aussi mettre, par exemple, des présentations sur SlideShare. Je ne sais pas si vous connaissez. Hein. C'est donc un site où vous pouvez poster des petites publications. Vous voyez, par exemple, là, je pourrais prendre 5-6 diapositives de cette présentation et je les mets dessus. Bon. Alors après, c'est long, hein, mais du coup, ça va aussi, vous pouvez mettre un lien sur votre profil. Donc moi, sur mon profil LinkedIn, vous pouvez regarder, j'ai mis des articles, des présentations SlideShare, j'ai mis des cartes mentales sur BiggerPlate. Et résultat, tout ça, ça fait des mots qui vont conforter mon expertise sur l'interculturel. Vous voyez? Ou un exemple alors, vraiment tout à fait récent, j'ai été récemment contacté par une ex-collègue et une amie qui me dit, écoute, voilà, j'ai une cliente qui cherche quelqu'un pour organiser un séminaire sur l'intelligence collective. Alors, je dis, ah bah génial, ça m'intéresse, mais comment sais-tu que c'est ma spécialité, puisque je n'avais pas vu cette personne depuis au moins 2 ans, et elle n'était pas au courant que je m'étais effectivement beaucoup investi dans ce domaine. Et elle me dit, ben oui, j'ai vu que tu as fait 3-4 articles sur ton blog où tu parlais d'intelligence collective, j'ai vu que tu donnais des cours à Paris 3, donc du coup j'ai pensé à ton profil pour cette cliente. Donc vous voyez, les efforts que vous faites, parfois, eh bien, ils vont payer quelques temps après, mais il y a toujours un moment où ça va être rentable. Donc voilà, ça vaut vraiment la peine. Alors, comment se reconnecter? Bon, on va regarder un petit peu quelques exemples de messages. Alors, essayons d'imaginer. Alors, attendez, j'aimerais qu'on comprenne peut-être un cas concret. Qu'est-ce qui me disait que c'était un petit peu difficile tout à l'heure? Je crois que c'était Sandrine. Sandrine, est-ce que vous voulez prendre le micro? Si vous avez un micro qui marche. Vous m'entendez? Parfaitement. Oui, très bien. C'était pour se reconnecter, se reconnecter. Oui. Alors, est-ce qu'on peut imaginer une situation d'une personne avec qui vous aimeriez vous reconnecter, mais vous n'osez pas trop, vous ne savez pas trop comment faire? En fait, je vais prendre un exemple très récent. Oui. J'ai fait ça très récemment avec une personne qui était à Singapour, que je n'ai pas vue depuis 12 ans, avec qui non seulement je travaillais à Bangkok, mais en fait, à qui en fait j'ai offert un job. Ah oui, en plus, c'est bien. Donc elle vous est redevable en plus alors. Et un job très important d'ailleurs, qui a plus ou moins ensuite décidé de son cursus. Waouh, d'accord. Donc, j'ai repris contact sur LinkedIn. Oui. Quel était votre objectif? D'abord de reprendre contact, de rétablir le contact. D'accord. Et ensuite, en effet, d'entamer une prospection dans la zone de Singapour. Ok, c'est clair. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Comment avez-vous procédé? Alors, d'abord, j'ai envoyé un message sur LinkedIn parce que l'adresse courriel était une adresse professionnelle, donc je ne voulais pas forcément l'utiliser. Je lui ai fait des compliments sur son parcours et sur l'évolution de sa vie. C'est d'ailleurs une personne, quand on s'est rencontrés, on habitait Bangkok toutes les deux et ensuite elle a déménagé à Singapour. D'accord. Et je lui ai fait part de mon intérêt à revenir dans la région au sens le plus large du terme. Oui. Et je lui ai demandé si elle aurait des idées et si on pourrait communiquer de nouveau. Est-ce que ça a été difficile pour vous d'envoyer ce message? Non. Non, ça vous est venu naturellement? Oui. D'accord. Alors je vais demander aux autres personnes sur le chat, peut-être, est-ce qu'il y a d'autres personnes pour qui ça aurait été un petit peu difficile de faire cette démarche-là? On va juste regarder. Alors, Sophie nous dit oui. Ah non, ça c'était pas cette réponse à la question. Il y a d'autres personnes pour qui faire ce qu'a fait Sandrine, ça aurait été un petit peu difficile? Ok, pas trop pour l'instant. Donc, alors, quelle a été la réaction de cette personne, du coup, alors?
pour l'instant, 0. C'est-à-dire que j'ai pas de retour, ça fait peut-être une semaine. Alors maintenant, il est possible qu'elle n'utilise plus LinkedIn de manière régulière. Et oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, vous n'avez pas une garantie que la personne va tous les jours regarder son profil. Surtout les gens très occupés, ils y vont Oui. peut-être une fois par semaine, voire un petit peu moins pour certains. N'est-ce pas? Donc, oui. Donc après, vous pouvez éventuellement du coup accélérer, passer à la vitesse supérieure, soit c'est urgent, et dans ce cas-là, vous essayez, tant pis, vous envoyez quand même un mail sur sa messagerie professionnelle en disant bonjour, je vous ai mis un petit mot sur LinkedIn, est-ce que vous l'avez vu? Vous voyez, ça reste très neutre. Hein. Oui. Puis elle a toujours la possibilité de répondre ou de ne pas répondre. D'accord. C'est pas très engageant. Vous voyez, donc vous lui laissez toujours beaucoup de liberté de toute façon. Bon. Si après elle répond toujours pas, là c'est qu'elle n'a pas envie, puis passer au suivant. Quoi. Et vous voyez, Voilà. donc ça par exemple c'est une démarche légère, c'est light entre guillemets. Vous voyez, donc c'est vraiment intéressant. Donc reconnecter avec quelqu'un, vous voyez une personne que vous n'avez pas vue depuis 12 ans, alors là c'était quand même quelqu'un qui vous était redevable, vous l'avez aidé à trouver un super job, donc évidemment c'est facile. Imaginons que ce soit le contraire et que ce soit un ancien client par exemple, bon. Eh bien, effectivement, alors là, on va mettre un petit peu plus de réflexion dans la démarche, mais ça peut être, par exemple, ça m'est arrivé d'écrire, alors même une fois, je devais demander des recommandations à des anciens clients. La toute première fois, c'est quand je suis parti à Singapour, parce que pour avoir mon visa, il me fallait, je crois, au moins 3 lettres de recommandation. Bon, j'ai écrit à des clients, et puis je leur ai demandé s'ils voulaient bien faire cette lettre. Et du coup, je leur ai dit, tiens, au passage, au fait, est-ce que vous auriez la gentillesse de me faire aussi une petite recommandation personnalisée sur LinkedIn? Alors, pas juste celle, vous savez, avec les petits tags, là, où on met les étiquettes, mais une vraie où on rédige, etc. J'ai apprécié le travail de Robert en communication, des choses comme ça. Sinon, ça peut être simplement, cher monsieur X, madame Y, ex-client, je me permets de vous recontacter, car j'avais beaucoup apprécié de travailler avec vous. Point. Ça peut être juste ça, vous voyez, vous n'avez pas besoin de justifier plus que ça. Si vous avez apprécié la relation avec une personne et de la rencontrer, eh bien vous expliquez juste que vous avez envie de rester en contact. C'est très rare qu'ils vous disent non, vous savez. Alors sauf si c'est vraiment très très mal passé. Donc Lucie demandait, la question que je me pose, c'est si on doit aller droit au but dès la première reprise de contact. Oui Lucie, alors ça dépend, droit au but, ça dépend de l'objectif. Vous pensez à quel type d'objectif, Lucie? Pour chercher un job ou pour juste le fait de reconnecter pour le réseau? Parce que c'est pas pareil. Alors, attendez. Je vois, pour un job, d'accord. Alors si c'est, on suppose que c'est une personne avec qui vous aviez déjà une relation, je dirais, enfin, que vous connaissez bien, voilà, pas forcément intime, mais que vous avez déjà connu, ex-client, ex-contact, vous pouvez y aller directement tout à fait en disant, écoutez, cher monsieur, j'ai vu que votre entreprise X, je sais pas quoi, recrute des personnes en ce moment, est-ce que vous auriez la gentillesse de me mettre en contact avec la bonne personne? Ou au contraire, cher monsieur X, chère madame Y, félicitations pour votre nouveau job dans l'aéronautique, c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup et je vois que votre entreprise est en pleine expansion. Est-ce que ça vous ennuierait de me mettre en relation avec quelqu'un du service des relations humaines? Encore une fois, si la personne n'a pas très envie, vous savez, soit elle ne répondra pas, ou elle fera une réponse dilatoire, etc. Sur Internet, vous voyez, on peut se permettre ce genre de choses beaucoup plus facilement que si vous la rencontriez dans une conférence, où là, il faudra y aller un peu plus indirectement. Sur Internet, c'est tellement courant que, voilà, ça se fait. Hein. Ou, si vous vous sentez un petit peu moins sûr de vous, cher monsieur, je vois que vous êtes dans l'aéronautique, justement, je m'intéresse à ce secteur, j'apprécierais beaucoup que vous pensiez à moi si vous entendez parler d'opportunités autour de vous. C'est un petit peu vague, mais enfin la personne n'est pas stupide, elle a très bien compris. Vous voyez, le petit appel du pied, comme on dit, quoi. Okay. Alors attendez, je remonte sur le chat parce qu'il y a eu d'autres interventions. Alors, ouais, ok. Donc, quand on connaît ou qu'on a connu, c'est plus facile. Oui, oui, Sabrina. Donc pour l'instant, nous parlons de reconnecter, c'est-à-dire des personnes qu'on a déjà connues. Même si c'est juste vu une fois, vu 2 fois. Hein. Chère madame, nous nous étions rencontrés à Singapour il y a 2 ans, à telle occasion. Alors c'est là qu'il faut avoir une bonne mémoire. Nous avions parlé du développement du tourisme dans cette région. J'aimerais bien reprendre notre discussion ou rester en contact sur ce sujet qui oui, nous intéresse. Vous voyez. Okay. Alors quand on ne connaît pas du tout, c'est pas la même chose. Okay. Donc là, il faut effectivement justifier. Il faut faire un effort plus spécifique. Alors donc là, quand on ne connaît pas, je vous invite à être, comme je le disais, bien sélectif, hein, évidemment. Si vous connectez cette personne, par exemple, c'est que vous vous intéressez au tourisme durable et que cette personne est justement dans ce domaine-là. Okay. Bon.
Et là, vous allez lui dire, eh bien, je vois que vous vous intéressez au tourisme durable, moi aussi, j'ai eu l'occasion récemment d'organiser une présentation sur ce sujet, j'aimerais pouvoir en parler avec vous prochainement. Point. Encore une fois, vous centrez, n'est-ce pas, plus sur les intérêts que sur la relation elle-même. Ok? Alors, Sabrina nous dit, personnellement, en ce moment, j'envoie des messages à des personnes que je ne connais pas en France, à Nantes, où je vais rentrer définitivement. Certaines répondent, d'autres non. Bah oui. Et alors, bon, ça c'est la loi des statistiques, Sabrina. Et les personnes qui vous répondent, elles vous répondent comment? Plutôt gentiment ou pas trop? Est-ce qu'elles vous envoient promener? De façon bienveillante. Vous voyez, donc ça vaut la peine. Hein, et même si ce n'était que 2 personnes sur 10 qui vous répondent de façon bienveillante, eh c'est un taux encore tout à fait acceptable, hein, vous savez. Donc ça vaut largement la peine, vous voyez. Okay. Donc prenez le risque, vraiment, vous risquez surtout d'avoir de bonnes surprises, en fait. C'est ça que vous risquez le plus. Hein. Alors, Sophie nous dit, on va l'aborder justement maintenant, ce que je trouve difficile lors de conférences, par exemple, c'est de s'introduire dans des réseaux où tout le monde se connaît déjà. Alors, eh bien, dans ce cas-là, il y a effectivement un conseil à donner. Alors, j'ai eu beaucoup de chance, je ne l'ai pas inventé. Vous voyez, quand je suis arrivé à Singapour, j'ai eu beaucoup de chance. Mon employeur m'a inscrit tout de suite à une formation sur l'art du réseautage. Donc, j'en ai bien profité. Et la formatrice nous avait donné un conseil très précieux que je réutilise toujours dans ces cas-là. Elle nous disait, vous savez, vous imaginez, vous savez, dans les studios d'enregistrement, il y a une petite lumière verte qui dit on a le droit d'y aller, ou c'est rouge, ça veut dire ne pas entrer. Ben, moi, je visualise une petite lumière verte quand je vois des gens qui sont en groupe de 3-4 personnes qui discutent. Je m'approche tranquillement et je reste juste à côté, comme ça, pas en retrait, mais vous voyez, juste au milieu, hein, ou parmi ce cercle. Puis je dis rien et simplement j'engage le contact visuel. Je regarde les gens, je souris, je suis la conversation de l'un à l'autre, etc. Puis au bout d'un petit moment, eh bien, si c'est une conversation qui m'intéresse évidemment, bah, éventuellement je vais prendre part à la conversation. Hein. Et puis tout à coup les gens vont noter ma présence et du coup je tends la main, bonjour, je m'appelle Robert, puis voilà, et ça commence comme ça. Hein. Ou s'il n'y a que 2 personnes, par exemple, et que l'un des 2 c'est le conférencier, bon, bah là vous avez une raison toute trouvée de discuter avec cette personne. Donc vous arrivez, vous le laissez finir sa conversation avec l'autre, et si elle s'éternise, ben vous restez à côté, et au bout d'un moment ils vont vous remarquer, et comme normalement ils sont polis aussi, ils vont se tourner vers vous, vous tendez la main, bonjour, excusez-moi de vous interrompre, j'ai beaucoup aimé votre conférence, et voilà, c'est parti. Vous voyez, hein. Ou alors, si ce n'est pas le conférencier, mais juste des personnes qui sont là dans la salle, bonjour, et bien qu'avez-vous pensé de cette conférence? Encore une fois, vous avez un sujet de conversation tout trouvé. Hein. Alors, il y a un livre d'ailleurs qui sait très bien, attendez, je vais vous noter ici, c'est Le grand art de la petite conversation. Je ne sais plus son nom, Déborah quelque chose, je vous l'écris ici là sur le chat. Il y a plein de conseils pratiques absolument géniaux que je ne pourrais absolument pas faire même en 2 heures de webinar. Mais lisez-le, ça coûte pas cher, ça se lit en quelques trajets de métro. Hein, et c'est vraiment intéressant. Donc voilà, les conférences, repérer 1 ou 2 personnes, des petits groupes, etc. Établir un contact visuel et puis rentrer dans le cercle. Alors Sandrine a un petit exemple à nous donner. Je vous en prie, Sandrine, prenez le micro, allez-y. Je voulais juste donner un petit exemple de... Alors justement, Robert, un très bon économiste à Singapour que je connais depuis Adam, mais avec qui je suis connecté. Je l'ai entendu dans le programme de France Culture de Christine Ockrent d'Affaires étrangères il y a 2 semaines. Oui. Et je l'ai évidemment connecté et je lui ai écrit très simplement sur LinkedIn en lui disant « Je viens de vous entendre sur France Culture. Je suis l'Asie-Pacifique de près, j'aimerais être en contact, rester en contact, et il m'a répondu immédiatement. Ben voilà, exactement. Et tout à fait. Et alors, je vais rebondir sur cet exemple, Sandrine. Effectivement, quand j'étais en Asie, donc moi, je travaillais dans le domaine des relations publiques et de la communication à l'époque. Et un jour, il y a un livre qui est sorti, j'ai trouvé dans une librairie à Singapour, extrêmement original, qui s'appelait quelque chose sur New Branding, enfin quelque chose qui était complètement différent de ce qu'on avait vu jusqu'ici, et qui était une approche bien plus profonde, plus intéressante, plus respectueuse des parties prenantes, etc. J'ai trouvé ça absolument génial. Et au dos de ce livre, alors on était en 2002-2003, vous voyez, Internet était encore un petit peu au début quand même, mais ça se développait déjà pas mal, et il y avait l'email des auteurs. Et j'ai commencé à leur écrire, puis après j'ai cherché sur LinkedIn, j'ai écrit au premier, il m'a répondu gentiment, au deuxième, il était en Grande-Bretagne, le troisième en Australie, etc. Et en fait, sur les 5 auteurs, je crois que j'ai réussi à en rencontrer 3, il y en a 2, il y en a un qui est en Nouvelle-Zélande, donc c'est un petit peu loin, on a discuté, et en fait ça s'est fait très naturellement, je me suis aperçu que ces gens-là étaient en fait très contents d'avoir des retours des lecteurs. Hein, c'est pas pour rien que les journaux, etc., ils entretiennent les courriers des lecteurs, les maisons d'édition aussi. Quand on s'est donné la peine d'écrire un livre, eh bien, on est très content que les gens ou de faire une conférence, etc. Vous voyez.
hein, ou qu'on a publié quelque chose, les gens sont très contents qu'on les connecte. Donc au contraire, c'est une très bonne raison. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont soit des questions ou des remarques ou des expériences à partager sur justement ce type d'activité de réseau? N'hésitez pas, hein, allez-y, soit sur le chat, soit en direct, soit au micro. Alors, attendez, je remonte un petit peu parce qu'il y avait une... alors, justement, attendez, Kiebal, Sievix, j'espère que je prononce bien, je ne sais pas le prénom. Quand on n'a jamais travaillé à l'étranger et qu'on désire se faire connaître en Asie, plus particulier, quelle est la meilleure façon de se faire connaître ou d'attirer par son profil? Alors, justement, comme je le disais, peut-être c'est intéressant de cibler. Est-ce que c'est l'Asie en général ou bien est-ce qu'il y a des pays ou des régions d'Asie qui vous intéressent plus particulièrement? N'hésitez pas à prendre le micro si vous voulez, hein, c'est plus interactif aussi. Alors, qui est Balcevix? Donc, question que je posais, c'était est-ce que vous vous intéressez à un ou plusieurs pays d'Asie en particulier, plutôt que d'autres? Peut-être que... Alors, la Chine plus particulièrement. Bon, c'est déjà assez vaste, effectivement. Voilà, Sandrine, c'est l'ASEAN. Bon, ben, vous voyez. Et alors, peut-être qu'en Chine, vous pouvez peut-être penser à certaines régions. Est-ce que c'est Pékin, Shanghai, etc. Alors, est-ce qu'on compte de la Chine ou pas? Ça se discute. Bon. Donc, du coup, la question, c'est comment vous faire remarquer, comment développer votre réseau. Eh bien, déjà, commencez effectivement par vous renseigner sur ce qui se passe dans ce pays, n'est-ce pas? Si vous voulez rentrer dans une conversation, il faut savoir de quoi on y parle. Ah, alors, je ne saurais trop vous recommander bien sûr la lecture d'Asialiste, un journal très bien fait et en français sur l'Asie, où on parle aussi de la Chine, d'aller aussi sur les forums des Français. Il y a plein de forums, des clubs, quantité de choses, hein, soit sur LinkedIn, soit sur plein d'endroits, des Français qui s'intéressent à la Chine. Et puis effectivement, alors vous êtes où d'ailleurs? Vous êtes en France, hors France, Paris, en région? Vous avez des préférences pour Hervé, d'accord? Vous êtes en France? Ok. Donc là, bah, effectivement, vous aurez la possibilité aussi de rejoindre notre forum, nos groupes de discussion sur Facebook, sur LinkedIn, etc. Vous voyez? Et ben déjà, c'est peut-être de repérer des petits articles intéressants, des actus intéressantes, et de les poster sur ce genre de groupe Facebook ou de réseau. Et donc, peu à peu, vous entrez en discussion aussi avec les autres participants. Hein. Ou ben, vous voyez à travers aujourd'hui cette première expérience de webinar, eh bien, vous pouvez dialoguer avec d'autres personnes. Hein. Ok. Voilà, donc ça c'était effectivement des choses que vous pouvez faire. Quoi d'autre encore? Eh bien, c'est peut-être aussi d'aller avec des activités, je pense, de musée Guimet, il y a l'association des amis du musée Guimet, des choses comme ça, vous allez rencontrer des gens passionnés d'Asie. Bon, si c'est des intérêts plutôt business, ça peut être ça. Vous êtes dans quel métier, Hervé? Quel type d'activité? Ah. Hervé est-il toujours là? Non, je ne vois pas. Ah, Delphine nous a quittés. Hervé, oui, attendez, vous êtes toujours là. Donc dessinateur, projeteur, cartographe. Donc là, c'est pas très intéressant d'essayer de repérer, je ne sais pas du tout, hein, mais est-ce qu'il y a des gens de votre métier aussi qui s'intéressent à l'Asie, vous voyez, avec qui vous pouvez rentrer en discussion. Mais je pense que LinkedIn est un bon endroit, en tout cas, si vous vous intéressez à la Chine, vous allez trouver beaucoup de choses aussi. Ok. Alors, et puis bien, vous allez voir dans nos soirées Asianovéo, si vous avez l'opportunité d'y venir, même si c'était juste une fois de temps en temps, il y a pas mal de gens aussi qui s'intéressent à tout ça également. Ok. Alors, Sandrine nous demandait également, à quel point peut-on parler d'autre chose que les sujets professionnels tels que les hobbies, etc. Eh bien, en fait, je vais vous dire, c'est une question de préparation. Un des conseils que donne l'auteur de ce petit livre de grand art de la petite conversation, c'est vous allez dans une soirée, une conférence, un petit déjeuner, un événement, voilà, où a priori vous ne connaissez pas grand monde, et bien préparez au minimum 3 sujets de conversation différents. Par exemple, si c'est une conférence sur le cinéma, on va y revenir, renseignez-vous sur les films qui sont sortis, surtout si c'est sur le cinéma asiatique, ayez un point de vue, ayez une opinion, hein, est-ce que vous préférez les films indiens ou chinois, les films d'action ou les films, les comédies, je ne sais pas. Et puis 2 autres sujets. Alors ça vous évitera de tomber sur les sujets qui fâchent, la politique, l'argent, le sexe, la religion, enfin toutes les choses où c'est pas très consensuel en général. Et donc alors, à Singapour par exemple, on parle de la nourriture, ils sont complètement obsédés par la nourriture, ils parlent de cuisine, etc. Ça tombe bien parce qu'a priori les Français ont une bonne image sur ce domaine. Donc si vous avez des choses que vous aimez, parlez des restaurants que vous aimez. Moi pendant 1 mois à Singapour,
pratiquement les 3/4 de mes conversations tournaient autour de découvrir des nouveaux endroits ou manger des choses délicieuses, et puis apprendre à faire la cuisine. Bon. Un troisième sujet, ça peut être les hobbies, le sport, etc. Et vous allez découvrir que telle autre personne aime voyager et faire du trekking. Hein, surtout si vous, effectivement, vous intéressez à l'Asie. Parlez des voyages. Si vous êtes avec des gens qui, a priori, dans ce genre de cercle, vous allez rencontrer des gens qui ont voyagé ou qui aiment voyager. Donc, c'est un bon sujet. Vous pouvez parler des pays que vous avez visités et ceux où vous aimeriez aller. Et vous allez voir que ça se fait très facilement après. Voilà. Alors, je reviens un petit peu sur le chat. Ok, on était resté là. Alors, voilà, toujours là, ok, parfait. Alors, oui, Sabrina, très bonne idée. Il y a aussi les espaces de coworking. Quand on travaille en indépendant, au Vietnam, c'est courant. Et alors en France aussi, Sabrina, tout à fait. Et donc, ça se développe de plus en plus. Donc, effectivement, les espaces de coworking, les pépinières, etc., organisent aussi régulièrement des apéros, des soirées où les gens peuvent se rencontrer. Ou bien vous avez des espèces de petits des boards, vous savez. Vous pouvez poster un truc. Tiens, je cherche d'autres personnes qui s'intéressent à l'Asie, au Vietnam, à la Chine. Donc, allez-y, quoi, bien sûr. Hein, c'est vraiment intéressant. Alors ce que je vous propose, ça va bientôt être l'heure de conclure, on va se prendre peut-être juste 5 petites minutes pour finaliser un petit peu tout ça. Eh bien, quand vous serez chez vous, c'est de faire un petit exercice pratique. Donnez-vous un peu de temps, prenez une petite feuille blanche et faites ce que j'appelle votre plan de développement réseau. Alors celles et ceux qui auront la possibilité de venir à notre prochain atelier, on va se faire vraiment un atelier dans le monde réel, hein, pendant toute la samedi après-midi, je crois que c'est le 10 juin. Et on va travailler sur ça, votre plan de développement réseau, vos cibles, comment les qualifier, comment connecter, on s'entraînera sur des messages, sur des choses comme ça, vous voyez. Parce qu'effectivement, peut-être que c'est facile à dire, pas si facile à faire, donc c'est intéressant de le faire en groupe. Hein. Et puis vous pouvez réfléchir aussi, là vous voyez, c'était un exemple que j'avais fait avec une personne, on avait travaillé sur le marketing du consultant, c'était une consultante, on avait fait tout un petit plan de lancement, parce qu'elle elle allait publier un livre au mois de septembre, stratégique, des actions, etc. Comment parler de tout ça et où en parler, quelle cible, hein, avec qui se connecter. Vous voyez, il faut vraiment se faire un plan d'action vraiment détaillé. Okay, voilà. Et puis une fois qu'on a construit un réseau, il faudra l'entretenir. Et donc notamment poster du contenu régulièrement, participer à des hubs, des forums, des discussions, et surtout bien gérer son temps et se donner des priorités. Autrement dit, avant même de se lancer, avant même d'avoir fait quoi que ce soit, décidez combien de temps vous voulez y passer. Ne vous laissez pas absorber par des choses sans intérêt sur Facebook, à droite à gauche, mais vraiment, quand vous surfez, vous surfez avec l'idée de capturer des informations intéressantes que vous allez republier. Moi, j'ai un compte Twitter où je publie très peu de tweets originaux, mais je fais 90% de retweets, mais sur des sujets asiatiques, Asie, expatriation, mobilité, sujet professionnel, sujet coaching, vous voyez, intelligence collective, voilà. Et peu à peu, j'ai construit, mais sans faire d'efforts spéciaux, 5-10 minutes par jour. Je crois que je dois avoir une base d'environ 700 followers, quoi, sur 3 ans. Ça prend du temps, hein, ça va doucement, mais voilà, sans effort, quand je suis dans le métro, j'attends un petit peu dans la file d'attente quelque part, hop, je regarde un petit peu, et voilà, vous voyez. Et par contre, LinkedIn, là, c'est vraiment l'idée, elle est 2 fois par semaine, je me pose pendant 20 minutes, hein, je travaille un petit peu dessus, et puis une fois que c'est installé, là, vous irez un petit peu plus loin. Voilà, donc nous allons conclure cela, sur tout ce qui est au contenu, hein, ça, vous trouverez beaucoup de choses, donc je ne vais pas développer beaucoup plus. Hein, et pensez donc encore une fois, priorité, générosité, régularité et patience. Je crois que c'est vraiment les mots-clés ici dans toute cette histoire. Okay, donc ce que je vous propose peut-être, c'est de se prendre 2 minutes pour vos retours, vos questions par rapport à tout ce que nous venons de voir. Ah, attendez, je vois une question ici également de Lucie. Lorsqu'on a plusieurs centres d'intérêt ou plusieurs jobs, est-ce gênant? Est-ce que ça fait fouillis? Non. Non, Lucie, le tout c'est de prioriser, c'est-à-dire qu'effectivement, il ne faut pas parler de 50 sujets à la fois, mais si vous avez, qu'est-ce que je pourrais dire moi, est-ce que vous avez un intérêt, je sais pas, vous pouvez citer 2-3 sujets, Lucie, ou centre d'intérêt? Qu'est-ce que ce serait là, auquel vous pensez maintenant? Juste pour avoir une idée concrète. Hein. Alors la photographie, la Chine, déjà, il y a un point commun, c'est que la Chine est un pays photogénique. Il y a beaucoup de gens qui ont photographié la Chine, donc ça n'est pas incompatible, effectivement. Vous voyez, donc ça peut être ça, vous pouvez du coup trouver le point de jonction entre les deux. Hein. Et sinon, je m'intéresse à la photographie et puis à la Chine, pas de souci. C'est mieux en revanche si vous faites apparaître clairement lequel des deux est votre priorité. Si vous êtes photographe et que vous vous intéressez à la Chine,
en termes de positionnement, c'est sur la Chine. Bien, nous allons conclure. Je vous remercie beaucoup pour votre participation et vous retrouverez donc l'enregistrement de ce webinaire d'ici quelques temps. Donc notamment, ce sera posté sur notre groupe Facebook ou sur notre page. Voilà, je vous remercie beaucoup et je l'espère à très bientôt.